Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro hebdomadaire du Forum de la presse du studio Kalangu. L'émission qui réunit des confrères de la presse locale pour analyser des faits marquants de l'actualité et de la semaine. Au menu du Forum de la presse de ce soir, d'abord nous parlerons de la déclaration de presse rendue publique ce lundi 26 juillet 2021 par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RTIN relative au processus de signature de la convention collective pour lequel un comité a été mis en place par le ministère de la Communication. C'était lors d'une rencontre avec le conseil d'administration de la Maison de la Presse le 16 juillet dernier. Dans cette déclaration, le réseau rejette en bloc ce comité chargé de la discussion sur la signature de la convention collective. Ensuite, nous parlerons de la situation sécuritaire de la région de Tillabéri, où les attaques de groupes armés contre des civils se sont multipliées ces jours-ci, notamment dans le département de Bani Bonkou et la commune de Tondikiwindi. Enfin, nous parlerons de la mise en place par le ministère du Commerce d'un comité chargé de réfléchir sur les frais de scolarité des établissements privés. Pour échanger autour de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir Fatih. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Garé. Bonsoir. Arimi Abba Achari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Fatih. À la modération de cette émission, je suis Fatih Zakari. Suite donc à la rencontre entre le ministre de la Communication et le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse le 15 juillet dernier, au sujet du processus de signature de la convention collective, le réseau des radios et télévisions du Niger RTIN s'est réuni en session extraordinaire ce mardi 27 juillet pour rendre publique une déclaration. Dans celle-ci, le réseau rejette le comité mis en place chargé donc de réfléchir sur la signature de la convention collective dans le secteur des médias et appelle les autorités à revoir la composition du comité pour intégrer les vrais acteurs des médias. Suivons d'abord un extrait de cette déclaration lue par Zongoma Abdourahmane, directeur général du groupe de presse Bonferré. Les radios et télévisions membres du RRTIN saluent la relance des discussions au sujet de la mise en œuvre de la convention collective qui se matérialisera par sa signature entre les employeurs et employés de la presse indépendante. Après tant d'années d'attente, malheureusement, dans le processus de ces discussions, la part belle a été faite à des individus qui n'ont ni médias à gérer et qui ignorent totalement les réalités des organes relevant de la presse audiovisuelle. Nous, responsables des radios et télévisions membres du réseau RRTIN, rejetons en bloc le comité créé chargé de débloquer les négociations entre employeurs et employés. Demandons la reprise de discussions à travers un comité composé essentiellement des vrais acteurs concernés par la question, à savoir les promoteurs, les employés et les autorités en charge du secteur de la communication. Vous venez là donc de suivre Zongoma Abdourahmane, directeur général du groupe de presse Bonferré, relativement donc au processus donc de signature de la convention collective. Je commence par Ousseini Issa. Quelle lecture faites-vous de la déclaration du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RTIN? Bon, mais merci Fatih. Moi, cette déclaration ne m'a pas surpris, hein. Pas du tout alors. Pas du tout parce que en fait, la démarche a été faussée. La Maison de la Presse, pour avoir été membre du conseil d'administration, mais également président par intérim de l'ONIMED, je sais ce que sont ces structures aujourd'hui. Vous ne pouvez pas entreprendre une démarche. Je connais un peu ce quoi les négociations autour de, comme avait dit, la convention collective. Moi, j'ai été participé à l'élaboration du premier draft à l'ONEP avec Diallo, Madame Diallo. On a fait le premier draft de ce document-là. Vous ne pouvez pas vous mettre dans une posture où vous n'associez plus personne. Les acteurs de terrain,
et penser qu'ils vont vous suivre dans votre logique. La démarche, c'était d'associer les promoteurs pour poser le problème avec eux d'abord, parce que le gouvernement n'est qu'un arbitre. Il y a les promoteurs, il y a les employés. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu la configuration, vous vous posez bien des questions. Des gens qui ne sont pas au fait des réalités aujourd'hui des médias, qui vont aller vouloir négocier à la place des acteurs, des vrais acteurs, comme avait dit les promoteurs des radios et télévisions ont eu à le dire, ce n'est pas du tout normal. Je parle sous le contrôle de ceux deux qui sont en face de moi. Aujourd'hui, c'est des structures qui dysfonctionnent. La maison de la presse dysfonctionne parce qu'à l'époque, c'était une structure où quand il y avait des décisions à prendre, on associait, on appelait les promoteurs, on appelait tout le monde, on discutait, on trouvait un terrain d'entente. Mais vous ne pouvez pas vous mettre comme ça entre vous, vous initiez des activités sans associer, et je le dis haut et fort. Parce que c'est quelque chose que je connais et je dis que c'est une mauvaise démarche. Et si les médias, les responsables, les promoteurs se sont mis dans cette posture, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Imaginez, par exemple, comme avait dit, le code d'accès à la publicité, ou la loi relative à la publicité, ça fait combien d'années que ça a été, en tout cas, comme avait dit, ça a été validé, mais jusqu'ici, rien. Il y a des chantiers sur lesquels il faut se battre d'abord. Parce que, bon, vous qui ne savez pas comment ces médias la vivent, parce qu'on a transformé cette structure. Moi, j'ai contribué à la création de cette structure de la Maison de la Presse et je parle sous contrôle. Et eux, ils le savent aussi. Je parle sous contrôle. Vous vous accaparez de la chose, vous en faites ce que vous voulez, sans associer ceux qui sont sur le terrain au quotidien, pour pouvoir produire des informations. Moi, je pense que ce n'est pas normal. C'est la démarche qui n'a pas été honnête. Et c'est tout à fait normal que les responsables, les promoteurs des médias audiovisuels se disent non, nous ne sommes pas d'accord parce que ce n'est pas eux qui doivent aller négocier à notre place cette convention. C'est des salaires qu'il faut payer, c'est améliorer les conditions de vie et de travail des agents. C'est d'abord ceux qui payent des agents qui doivent aller négocier, pas ceux qui sont assis dans des bureaux toute la journée. Voilà un peu ma première réaction par rapport à cette situation. Monsieur Garé? Oui, j'ai suivi cette déclaration. Franchement, je suis entièrement d'accord avec les responsables des radios et télévisions parce que, en réalité, la question de la convention collective, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer les salaires des gens, mais ce n'est pas quelque chose qui va être imposé aux propriétaires des organes. Parce qu'il faut aussi sauver les organes. Est-ce que vous comprenez? C'est deux choses. Améliorer le salaire des agents et permettre à l'entreprise de vivre. Je suis d'accord avec eux parce que ça, si on fait un comité dans lequel eux, ils ne sont pas dedans, mais c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à des décisions qu'on va leur imposer. Qu'est-ce qu'on fait de la survie des organes de presse? Parce qu'en réalité, le journaliste n'est rien sans l'organe. Oui, le journaliste, on fait extrait il n'est rien. C'est parce qu'il travaille dans un organe qu'il est journaliste en réalité. Je veux dire, qui a un emploi avec un salaire. Donc, si on oublie ce paramètre-là, qu'il faut, la convention collective, elle va se faire non seulement avec les employés et les employeurs. Quand on oublie les employeurs, eh bien, on est mal parti. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce qu'on va faire là, le travail que le comité auquel le comité va aboutir, ne servira à rien. À rien. Donc, si on peut améliorer, dès maintenant, je crois que leur déclaration est extrêmement importante. Ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu que les choses se gâtent. C'est comme si un signal d'alarme, c'est un signal d'alarme qu'ils lancent. Ils disent, attention, le comité que vous avez mis en place là, c'est mal parti. Ils disent, c'est pas qu'ils sont contre la convention collective, mais pour qu'il y ait des réflexions fructueuses, il faut que toutes les parties prenantes, comme l'a dit Ousseini, soient impliquées. Oui, vous ne pouvez pas écarter les responsables. Non, c'est comme si, si vous faites ça, c'est un peu pour dessiner, c'est comme si vous faites comme si les responsables des organes, ce sont ces personnes-là qui s'opposent à la convention collective. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des réflexions et puis on va leur imposer la... Non, la convention collective, elle ne s'impose pas. C'est le fruit des réflexions et des échanges de toutes les parties prenantes. Oui, c'est un consensus. Parce que j'ai dit, si on oublie le paramètre de faire en sorte que les organes de presse qui emploient justement ces journalistes-là puissent survivre,
tant qu'on ne met pas un mécanisme, par exemple, de diminution des taxes payées par les organes, je ne sais pas moi, vraiment la publicité, qu'elle soit accessible, n'est-ce pas, aussi bien aux médias publics qu'aux médias privés. C'est-à-dire qu'une publicité, qu'elle soit vraiment... Tant qu'on ne règle pas tous ces problèmes-là, eh bien, on aboutira à quelque chose, un document qui va être encore dans les tiroirs. Et c'est comme si, moi j'ai l'impression qu'en ne les associant pas, c'est comme si on veut en réalité faire traîner cette question de la convention collective. Parce qu'en réalité, si on veut vraiment régler la question de la convention collective, il faut mettre les promoteurs. C'est eux qui nous payent. Et nous, on ne veut pas que les organes dans lesquels on évolue, que ces organes-là puissent mourir parce qu'on va imposer aux propriétaires de nous payer des salaires astronomiques. Alors qu'on sait très bien que à terme, au bout de quelques mois, l'entreprise va mourir. Non. Donc franchement, il ne faut pas être égoïste. Associons tout le monde. Essayons de faire en sorte que ce comité-là, leur déclaration, elle est très importante. Et je pense que ceux qui ont mis en place ce comité-là sont alertés. Il faut revoir la composition du comité, faire en sorte que les responsables des organes soient présents aussi. Armi Abouchari, quelle lecture faites-vous de la déclaration de Ertin? En fait, à mon avis, heureusement, ils ont été proactifs. Ils ont réagi promptement au bon moment. Nous autres, pour avoir dirigé des organes, pour avoir été journalistes, on comprend vraiment la préoccupation des patrons qui sont sortis. Mais dans tous les cas, ceux qui ont mis ce comité doivent comprendre que c'est une question qui regarde tout le monde. Nous-mêmes, journalistes, ce n'est pas bien pour nous que les promoteurs ne soient pas là-dedans. Parce qu'il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde, tout journaliste qui sait quelle est la recette de son organe par mois, par an. Et le salaire, on ne le prend pas quelque part. C'est dans les recettes qu'on prend pour les donner. Quelles sont les charges fixes de l'organe? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on paye en termes d'électricité? C'est très cher généralement pour les télévisions, par exemple, et les radios. Qu'est-ce qu'on paye en termes de taxes, en termes plein de choses. Ça, c'est seulement les responsables, les patrons de presse qui le savent. Maintenant, ça ne peut pas se faire sans les journalistes qui doivent être très responsables en la matière parce qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Parce que si, dans tous les cas, l'une des conséquences qui pourrait être de l'application de la convention collective, c'est que certains d'entre nous pourraient nécessairement perdre leur boulot. Parce que plus il y a la charge, plus tu ne peux pas engager, employer tout le monde. Ou tu vas te contenter d'avoir des bénévoles, de ceci, d'histoire de réduire les charges. Donc c'est pourquoi cette négociation doit se faire vraiment collégialement. Toutes les personnes vraiment ressources, toutes les personnes qui sont directement impliquées, on doit mettre tout le monde chacun doit mettre sa main à la pâte pour pouvoir décider. Oui, Ousseini Issa, le rejet du comité chargé donc de discuter sur la signature de la convention collective est au centre de cette sortie médiatique de Ertin. Est-ce les prémices de l'échec de la signature de la convention? Moi, je vais dire une chose. Mais comment peut-on mettre un comité qui va discuter d'une convention collective sans ceux qui sont les employeurs? Le mot collectif même a été un peu... Alors, où sont les employeurs? Qui paye à la fin du mois? Ce n'est pas l'employeur. Si à la fin du mois, il te dit, je n'ai pas de quoi te payer, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter de travailler pour aller t'asseoir chez toi? C'est que les gens ne savent pas. Ils pensent que c'est le gouvernement qui doit débloquer cette situation. Mais ils comprennent mal que ce n'est pas le gouvernement, c'est les employeurs qui vont s'entendre pour créer les conditions. Tout le monde est d'accord que les journalistes doivent être mis dans les conditions, en tout cas un minimum de conditions, des conditions décentes, notamment la caisse, notamment, comment dirais-je, la protection sociale, la santé, tout ça. Tout le monde est conscient de ça. Mais quand on fait une démarche comme ça, on doit se dire, bon, voilà, les journalistes, l'opposition des promoteurs à la dynamique, c'était de dire qu'il y a beaucoup de choses que l'État doit, en matière d'accompagnement des médias, qui n'est pas là, malheureusement. Le fonds d'aide, aujourd'hui, on voit comment c'est fait. C'est devenu indirect.
Ce n'est même plus direct. Et c'est devenu tellement sélectif que, bon alors, dans ce contexte, vous voulez vous imposer aux promoteurs. Qui paye? C'est le gouvernement qui paye les journalistes du privé? Non, c'est les employeurs. Ceux qui ont les médias, les organes des médias, c'est eux qui payent. Il faut qu'ils comprennent, moi j'ai dit cela, les gens ne vont jamais accepter, parce que ce n'est pas un problème insurmontable. Hein. Il faut simplement créer les conditions. Par exemple, cette histoire de publicité, ça fait combien d'années que ça traîne? Et c'est ça, une des principales ressources des médias, c'est la publicité. Ce n'est pas... Bon, alors, il n'y a pas la publicité. Et vous voulez imposer que le promoteur, qui souvent est obligé d'aller négocier avec des machins, de faire, comment dirais-je, des machins, grignoter avec des politiciens pour gagner de l'argent, venir vous faire juste des avances ou des choses comme ça. Moi, j'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. Il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. Dans une démarche comme ça, il faut associer tout le monde. Ça doit être consensuel. Avec en priorité les promoteurs. L'État même qui est le premier employeur du pays, l'État a souvent des difficultés pour payer les agents. Et souvent, vous voyez, c'est sur quoi ça aboutit. C'est des grèves, c'est des menaces, tout ça. Il faut se dire que on n'a pas besoin de penser que moi, je ne pense pas, je n'ai jamais imaginé un seul instant qu'on peut penser qu'on peut s'appuyer sur le gouvernement pour débloquer la situation. En mettant en place des gens qui n'ont pas de gens à payer à la fin du mois. Imaginez l'employeur qui a 5-10 personnes à qui il doit payer au moins 100 000 francs par mois. Et qui lui-même, à la fin du mois, il n'a pas... Voilà, Ousseini Garé, quels sont les compromis que les différentes parties prenantes doivent faire pour aboutir à la signature de la convention? Non, c'est très simple. Si c'est un arrêté ministériel qui a mis en place le comité, il faut revoir l'arrêté, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. C'est très simple. Je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. C'est-à-dire que si on voit dans la logique où on va écarter les promoteurs, c'est qu'en réalité, c'est pour ne pas aboutir à la convention collective. Parce que ça ne servira à rien du tout. Les réflexions ne serviront à rien du tout. Donc, il faut revoir la composition de ce comité-là et prendre en compte la préoccupation des promoteurs. Parce qu'une fois de plus, je le répète, la convention collective ne doit pas tuer les organes de presse. La convention collective doit permettre non seulement aux organes de presse de vivre, mais aussi aux journalistes d'avoir des salaires décents. Et comme l'a dit Ousseini, ce n'est pas l'État qui va payer les salaires des journalistes. Non. C'est l'organe qui va payer les salaires. Et vous ne savez pas, comme l'a dit Armi, les charges qu'un organe de presse a à la fin du mois. Quand on enlève l'électricité, l'eau, et le carburant pour les véhicules, etc., à la fin du mois, on se retrouve avec peine, avec quelques sous, qu'on essaie de... Parce que ça ne marche pas la presse au Niger. Ça ne marche pas. Et si on impose, non, ça ne marche pas. Dans des pays où ça marche, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ça va, on peut, voilà. Parce que eux, là-bas, l'organe de presse, vraiment, arrive à survivre parce qu'il y a la publicité et tout. Ici, au Niger, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et déjà, les gens sont en train de vivoter. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. On va mettre un petit comité à part qui va réfléchir, qui va dire, bon, à partir de telle date, la convention collective, là, voilà, si tu as un agent qui a tel diplôme, tu lui payes ça. Il le paye comment? Comment il va le payer? Mais non. Et donc, je crois que les gens doivent se soucier non seulement des journalistes, mais aussi des organes de plus. Pour conclure, Fatih, une fois de plus, s'il n'y a pas d'organes, il n'y a pas de salariés. Bien sûr, c'est aussi simple que ça. La deuxième partie du forum de la presse de ce soir porte sur la situation sécuritaire de la région de Tillabéri où les attaques des groupes armés ciblant des populations civiles se sont multipliées ces derniers jours. En moins donc d'une semaine, 3 attaques ont été perpétrées dans des villages des départements de Bani Bongou et de Walam. Il s'agit entre autres des villages de Koidoukwara, de Huye et de Darey. Les attaques du dimanche et lundi ont fait au moins 28 civils tués. D'autres sources parlent d'une autre attaque qui aurait lieu le mercredi à Deikoukou, dans le département de Bani Bongou, et qui aurait fait environ 18 civils tués. Aremi, comment expliquer la récurrence des attaques ces jours-ci dans la région de Tillabéri? Comme vous le voyez, ils s'en prennent aux civils. Parfois même des gens en train de cultiver leurs champs auxquels on s'attaque. En fait, parfois, comme ça se passe au Nigeria avec Boko Haram,
on tue, je dirais, entre guillemets, des innocents et on se retire. Autrement dit, ils prennent leur temps pour contourner vraiment, tant que faire se peut, les positions militaires. Autrement dit, depuis le retour des populations de Lanzuru, les dispositions prises ont créé une certaine accalmie dans la zone. Et là, ils se font une nouvelle, en fait, un nouveau mode opératoire. Et ça, vraiment, il faut s'adapter. On a toujours dit que c'est une guerre vraiment qui n'est pas très conventionnelle. Et donc, il faut vraiment essayer de faire face. Je crois que là encore, c'est à la population qui, en tout cas tout le monde le reconnaît, qui a une certaine confiance entre notre armée et la population. Et donc, vraiment, une très bonne collaboration peut aider à s'adapter à cette situation-là, parce que nous sommes en saison de pluie. Donc les routes se font de plus en plus rares. C'est vrai, c'est rare aussi pour les véhicules que l'armée utilise, mais c'est un positionnement, c'est de l'information qu'il faut avoir à l'avance pour qu'ils continuent, semble-t-il, à se déplacer par des motos. Et aussi, il faut extrêmement, vraiment accentuer le contrôle. J'ai appris ces derniers temps des motos neuves en transport ont été surprises dans des véhicules et tout. Et aussi, il y aurait un axe justement du côté de là où ils se mettent à attaquer. Il faut vraiment multiplier. Il faut rester en veille, il faut vraiment rester très concentré. C'est ce que l'armée doit faire, je n'en doute vraiment pas. Aujourd'hui, tout le monde salue ce que notre armée est en train de faire, mais il faut encore redoubler d'efforts. Je pense que c'est possible. C'est relativement calme à Difa. Ça, on peut aboutir au même résultat, à mon avis, de ce côté-ci aussi. Gary Amadou, les civils constituent aujourd'hui la principale cible des groupes armés non étatiques. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette situation? Il y a plusieurs hypothèses, surtout deux. La première hypothèse, c'est que les gens refusent de payer les taxes que les terroristes veulent leur imposer. Vous savez, ils sont en train de harceler les populations civiles. C'est des paiements de taxes déjà plusieurs fois au cours de l'année. Deuxième hypothèse, c'est que la saison de pluie qui s'installe, on veut empêcher aux gens de cultiver. Parce que si les gens cultivent, c'est peut-être les voies par lesquelles les terroristes passent qui seront bouchées. Et donc, on veut empêcher à toute la population de cultiver son champ. Comme ça, la vue sera un peu plus facile pour les terroristes et ils peuvent commettre leur forfait. Mais en réalité, c'est un défi qu'on fait aux forces de défense et de sécurité. Surtout ce qui se passe au niveau de Bani Bango. Ces derniers temps, on a l'impression que tout se concentre autour de Bani Bango. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ça veut dire que l'armée a réussi à sécuriser le reste des autres parties de la région de Tillabéri et que les terroristes se sont repliés dans cette zone-là? Quel est l'objectif qu'ils visent à travers l'attaque des villages répétitifs, les attaques répétitives contre les villages autour de Bani Bango? Parce que ce n'est pas Bani Bango elle-même qui a attaqué. Mais je sais qu'à la longue, il y aura une attaque d'envergure contre Bani Bango. Ça, c'est sûr. Parce que ça veut dire que ces gens-là, contrairement à ce qu'on pense, on pense que non, ils tuent les populations dans les champs. N'est-ce pas? Et ils retournent, ils traversent la frontière malienne. Apparemment, ils ne traversent pas. Ça veut dire que dans les forêts là, qui se trouvent vers la frontière malienne, il y a des repères de djihadistes. Et je pense que c'est ça l'objectif de l'armée. Il faut tout faire, comme l'a dit Arimi, en relation avec les populations qui la plupart du temps connaissent. La plupart des combattants, ils connaissent beaucoup parmi les combattants terroristes. En tout cas, ceux qui sont nigériens, ils les connaissent. Donc, en relation avec eux, et tout en leur assurant la sécurité, de pouvoir vraiment dénicher le repère de ces terroristes-là et les neutraliser. Mais pour que les populations puissent collaborer, il faut aussi qu'elles soient en sécurité. Parce qu'on sait très bien que les complices vivent au sein de la population. Si quelqu'un parle, eh bien, dès la minute qui suit, les terroristes sont au courant qu'un tel de telle famille a informé les militaires, voilà. Et la nuit, c'est une expédition punitive. Là où c'est encore plus choquant, c'est qu'en principe, les motos sont interdites dans la zone. Mais comment se fait-il que des gens... Mais 3 attaques à moins de combien autour de Bani Bango? Et à moto en plus. Mais qu'est-ce qui se passe?
D'où la nécessité pour moi, pour l'armée nigérienne, d'avoir les moyens aériens qui puissent leur permettre en tout cas, en cas d'attaque, de pouvoir décoller et vraiment et pouvoir dénicher où se trouver. Ce que je pense, c'est des petits groupes de terroristes. Est-ce que vous comprenez qui commettent ces attaques-là? Ce n'est pas les 100 motos. Non. C'est 7 motos, par exemple, la première attaque, 7 motos. Ils commettent l'attaque et ils sont malins. Dès qu'ils commettent l'attaque là, ils se dispersent. Oui, chacun, un va par là, un va par là. Ils savent là où ils vont se retrouver. Et donc, c'est plus difficile comme ça de les surveiller. Mais avec les moyens aériens, je pense qu'on peut venir à bout. Mais vraiment, la population de Tillabéri à l'ensemble, et surtout celles des villages qui sont autour de Bani Bangou, ces populations-là sont en train de souffrir. Vraiment. Hussein Issa, quelles conséquences cela pourrait avoir sur les efforts des autorités nigériennes qui ont décidé de faire retourner les réfugiés internes dans leurs localités respectives? Mais avant de parler du retour des réfugiés internes, vous savez, on est dans une période où le plus souvent les villages sont déserts. Il y a des gens qui se déplacent avec leur famille pour aller s'installer dans leurs champs. Parce que souvent, les champs sont loin du village. Ils vont faire toute la campagne. Quand ils vont récolter, c'est à ce moment qu'ils replient sur le village. Maintenant, on est dans un contexte où c'est devenu plus facile pour les djihadistes de les trouver dans les champs. Parce que non seulement il y a les plantes qui ont poussé, il y a comment dirais-je, c'est devenu plus facile pour eux. Et on vous trouve dans votre champ, avec votre famille, on massacre tout le monde, on continue dans les champs voisins, on massacre tout le monde. Le temps que l'armée réagisse, ils se sont déjà dispersés. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est une situation très dangereuse. Parce que c'est quoi? Ça va amener les gens à se replier sur les villages, ne plus cultiver leurs champs. Quand les gens ne vont plus cultiver leurs champs, ça va être une situation de famine. Parce qu'il faut produire pour manger. S'ils ne peuvent plus produire, ils vont faire quoi? Ils vont retourner dans les villages, ils vont abandonner les champs. Ça va devenir quoi? Ça va devenir une nouvelle catastrophe qui va venir se greffer à la situation d'insécurité déjà qui est là. Ça va être une situation d'insécurité alimentaire. Parce que quand il y a la saison de pluie, les gens ils trouvent à manger autrement. Même les feuilles sauvages qui poussent, il y a des feuilles qu'on peut consommer. Il suffit de bouillir et puis manger et tout et tout. Ils ne peuvent plus accéder à ces choses-là. Moi, j'ai dit, il faut trouver un mécanisme. On est dans une guerre asymétrique, ils l'ont toujours dit. Il faut les traquer. Dans tous les cas, moi, je suis convaincu que c'est des gens qui ne viennent pas du Nord Mali. Ils sont sur le territoire nigérien. Ces gens qui s'adonnent à ces pratiques-là. Il faut trouver un mécanisme. Gary vient de le dire, la meilleure façon de pouvoir éliminer ces gens, parce que c'est sur des motos qu'ils viennent, c'est de trouver, de mettre, comment je vais dire, à contribution, de manière systématique, les moyens aériens de défense. Vous venez, vous tuez quelqu'un dans son champ, les gens sont informés, l'avion décolle avant que vous ne puissiez cacher la moto, on va vous repérer et puis vous neutraliser. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie, ce n'est plus de venir en groupe de 100 motos, 200 motos. C'est de venir par petits groupes de 5, 10 motos, investir les champs. Parce que c'est sûr, vous allez trouver les populations dans les champs, vous les massacrez. Et vous avez le temps de vous replier. Imaginez un champ qui est à 5 km du village, ou peut-être à 7 km du village. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire et puis retourner. C'est la terreur. Empêcher aux gens de produire, créer une situation de famine dans la région pour pousser les gens à abandonner les terres. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas qu'on badine avec ça, parce que c'est pendant cette période qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de dégâts. Quand c'était la période sèche, c'était très difficile, il fallait venir dans les villages et tout, et les gens ont le temps de fuir quand ils entendent le bruit des motos. Dans les champs, les milles n'ont même pas encore commencé à, la montaison. Quand ça va atteindre ce stade-là, ça va devenir encore plus compliqué. Voilà. Il faut prendre la question là à bras le corps dès maintenant pour éviter l'hécatombe dans cette zone-là. Il n'y a pas que Bani Bangou, il y a Tondikiwindi. Et maintenant, quand ils vont voir l'armée se déplacer pour sécuriser, ils vont se délocaliser dans une autre zone où on ne les attend pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est des gens qui ont réfléchi. Quand on va tenter de sécuriser, et comment on appelle Bani Bangou et Tondikiwindi là, ils vont se délocaliser vers l'Anzour. Les gens cultivent, non. Ils se disent que bon, les gens... Mais c'est ça en fait l'enjeu. Voilà. Le dernier sujet du forum de ce soir, il est relatif à la création d'un comité technique chargé
de réfléchir sur les frais de scolarité des établissements privés. C'est par arrêté du ministère du Commerce du Niger en date du 5 juillet 2021. Par cet arrêté, le gouvernement entend fixer les frais de scolarité dans les établissements privés d'enseignement général. Arimi, comment est-ce que vous accueillez cette décision des autorités de régulariser ce secteur privé, notamment au niveau de la fixation des frais de scolarité? Depuis vraiment, si on prend depuis la fin des années 90 jusqu'à ce jour, les frais de scolarité, il y a des écoles pour lesquelles ça a doublé, triplé, quadruplé. Je sais de quoi je parle. Chaque année, oui, chaque année. Je connais une école qui a augmenté 60 000 pratiquement en une seule année. OK? C'est un collège. Je connais vraiment cette situation-là et ça devient de plus en plus insupportable. Insupportable pour les parents. Les gens vont dire non, mais qui lui a dit d'amener son enfant au public? Aujourd'hui, je n'en connais pas qui n'amèneraient pas leur enfant au privé s'ils le peuvent. Les enseignants même qui enseignent au public envoient leurs enfants au privé, n'est-ce pas? Donc c'est le salaire qu'ils prennent du public là, c'est avec ça qu'ils payent l'école privée. Autrement dit, donc c'est une question à préoccupation. Et au même titre qu'on veut résoudre les problèmes de l'école publique, on doit aussi les résoudre pour l'école privée. Le jour où l'école publique ira mieux, on se rendra compte que c'est d'eux-mêmes qu'ils vont réduire les frais de scolarité. Et donc, je pense que c'est vraiment... vous ne connaissez pas vraiment de quoi on parle. Hein. Ça devient sincèrement insupportable. Et surtout, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les instituts et universités privées, vous aurez affaire à des frais vraiment auxquels vous ne vous attendez pas. Il y a des pays de la sous-région où il vaut mieux envoyer son enfant là-bas, y compris la prise en charge, c'est-à-dire la location de la maison, la bouffe, l'argent de poche de l'enfant, y compris les frais de scolarité, ne font pas de frais de scolarité ici. C'est juste parce que tu veux garder ton enfant sur place que tu ne la vois pas ailleurs. Sinon, ça devient insupportable. C'est-à-dire nous sommes pauvres, mais nous avons des comportements de riches. Autrement dit, on se ment. Et au-delà de ça, il y a aussi un autre problème. C'est le corps enseignant qui crée sciemment des corps parallèles, n'est-ce pas, et qui est imposé à tous les élèves d'une classe. Vous avez 50 élèves au lycée, on te dit que par matière, c'est 15 000 le mois. Et ça te fait les 9 mois pour une seule matière, ça te fait déjà presque les frais de scolarité. Ça aussi, il faut régler. À un moment, le gouvernement avait empêché ces cours-là. Ce n'est peut-être pas bien parce que les enfants peuvent répéter, peuvent encore réviser leurs cours avec leurs enseignants, mais les frais, les enseignants là aussi vont devoir le voir. Avant, on dit que non, on dit que la chèvre mange là où elle est attachée, l'enseignant n'a pas où manger parce que la craie ne se mange pas. Aujourd'hui, il faut aller dans plusieurs cours d'école. Vous serez surpris par le nombre de véhicules que vous pouvez trouver. L'enseignant n'est plus à taxi, mais il est en voiture comme tout le monde parce qu'il faut continuer à pomper vraiment les parents d'élèves. Et ça, je ne pense que ce n'est pas une condition. Il faut réglementer sincèrement ce qui se passe. Je connais une école qui interdit ces pratiques-là. C'est à saluer, mais il faut que ça soit élargi vraiment, de trouver vraiment des... Si un enseignant fait un cours et qu'il pense que pour le même cours, il faut prendre un enfant, lui répéter, ou toute la classe, ça veut dire que ce qu'il leur a appris en classe, ce n'est pas ça. Et souvent, les enfants te disent, non, moi je n'ai pas été au cours, l'enseignant en classe, il ne m'interroge pas, ou bien il ne corrige pas correctement mon cahier. Mes devoirs. Et donc vraiment, c'est un truc global. Les enseignants, eux aussi doivent devoir se remettre en cause. Ils ont des syndicats et les syndicats ont aussi le devoir de prendre en main ce genre de comportement de leurs militants. Je pense que voilà quoi. On va à présent écouter Garé. Oui, ce que je dis, c'est vraiment une bonne chose parce que rien qu'il y a quelque chose de cela, moi j'ai vu un parent d'élève qui m'a dit qu'il est obligé de changer d'école parce que l'école dans laquelle ses enfants étaient en train d'étudier,
brusquement, on a augmenté 50 000 sur les frais de scolarité. J'ai dit, mais sur la base de quoi? Donc, il y a une sorte de jungle dans laquelle les promoteurs des écoles s'en donnent à cœur joie. Ils font ce qui leur plaise. C'est-à-dire que pratiquement, chaque année, ce n'est pas le même tarif. C'est-à-dire que si cette année, on vous dit que c'est 200 000 francs pour l'inscription à la seconde, soyez sûr que l'année prochaine, c'est tranquillement qu'il va vous dire, j'ai augmenté 50 000. Si vous lui demandez pourquoi, il lui dit non, c'est comme ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est très bien que l'État cherche à réglementer, mais il ne faut pas aussi qu'on tombe sur l'erreur de ce qu'on avait dit tout à l'heure concernant la convention collective. C'est-à-dire que ce comité-là, est-ce que les promoteurs des écoles sont impliqués dedans? Il faut faire attention, il faut les mettre aussi dedans. Voilà. Voilà, donc vous voyez, non? Il faut associer les acteurs. Il faut associer les acteurs, c'est ce qu'on avait dit depuis le début de cette émission. Et ce comité-là qui va réfléchir sur, en tout cas, les tarifs, il faut que les promoteurs des écoles soient dedans. Ça va permettre d'avoir, en tout cas, un résultat plus probant et puis qui va permettre d'être mieux appliqué. Ce n'est pas quelque chose qu'on va imposer aux écoles pour leur dire que non, pour toutes les écoles, à partir de la seconde, c'est ça. Ensuite, première, ça. Terminale, ça. Non. Donc, c'est des réflexions qui vont se faire avec les parents d'élèves. Le comité doit comprendre les parents d'élèves, les syndicats des scolaires, les promoteurs des écoles, etc. Il faut qu'ils soient larges, vraiment, comme on l'a dit, qu'ils comprennent tous les acteurs. Ça va permettre d'avoir de meilleurs résultats. Nissa, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la manière dont les frais de scolarité sont fixés dans les établissements privés? Mais Fatima, j'ai toujours dénoncé ça parce que j'en fais les frais. N'est-ce pas? J'en fais les frais et je trouve que c'est une insulte à l'endroit des citoyens, des Nigériens que nous sommes. Les pratiques au niveau des établissements scolaires privés, que ce soit des primaires ou secondaires, jusqu'au niveau des instituts, qui viennent s'implanter pour dire on fait ceci, on fait cela. D'une année à l'autre, on augmente. Sans aviser les parents, on vous dit voilà le montant et vous êtes obligé, si vous voulez que votre enfant... J'ai suivi récemment, il n'y a pas tellement longtemps, un débat autour de la question avec notamment les promoteurs du privé. Un des promoteurs qui disait que non, on ne peut pas leur imposer parce qu'ils ont des charges qui sont là et que ce n'est pas possible qu'on leur dise voilà, vous allez uniformiser. Bon, moi, je pense que ce n'est pas une question d'uniformisation. C'est une question de plafonnage, c'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser ce montant-là. Maintenant, en fonction du standing de l'école, parce que c'est des questions de standing, on ne peut pas dire quelqu'un qui a une hutte, un hangar, il doit pratiquer le même prix que quelqu'un qui a une salle climatisée. Ça, c'est clair. Mais le fait qu'il y ait cette anarchie, chacun met le prix qu'il veut, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Vous vous en rendez compte, c'est qu'actuellement, il y a des écoles où on inscrit des enfants primaires ou préscolaires à 600 000 francs. 600, 700 000 francs. Quand c'est le primaire, ça va jusqu'à 1 million. J'en connais des écoles. Bon. Les gens se bousculent même pour avoir la place. Je veux dire les voleurs. Non, mais alors, il faut être voleur pour pouvoir aller. Tu as 4-5 enfants pour aller les inscrire dans une... tu vas payer 1 million et quelques plus. Non, mais alors, si tu ne voles pas, comment tu trouves l'argent? Alors, si on doit continuer dans cette logique, moi je dis tant qu'à faire. Aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur. Hein. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens vont dans le public, dans le privé. Moi j'ai étudié, j'ai fait tout mon cycle dans le public. Tout. Alors, j'ai étudié, j'ai réussi. Mais alors, pourquoi quelqu'un va venir s'installer pour dire, bon voilà, parce qu'on a délocalisé. À l'époque, l'école publique était l'école de référence. Ceux qui vont dans le privé, c'est quand ils ont échoué. Ou exclus pour indiscipline ou insuffisance de travail, c'est à ce moment on tente de rattraper. Mais aujourd'hui, c'est systématique. Du préscolaire, j'ai dit, jusqu'à l'université, il y a des parents qui payent. Mais alors, c'est une insulte. Et de l'autre côté, l'État ne prend pas conscience qu'il faut créer les conditions de relance de l'école publique. Parce que moi, si on crée les conditions de relance de l'école publique, mes enfants, je vais les enlever pour les amener mais rapidement, parce que ça me fait des économies substantielles. Mais s'il n'y a pas un mécanisme pour remettre l'école publique, ça fait que c'est les mêmes enseignants dans tous les cas. Est-ce que c'est possible pour l'État de parvenir à mettre les choses? Non. Moi, j'ai dit une chose, c'est une démission de l'État. C'est une démission. C'est une démission flagrante. On a laissé les choses se détériorer progressivement. On voyait venir. On a créé une situation où
on laisse l'école tomber en ruine, l'école publique, parce que ça rend certain. Ça rend certain. Il y a des ministres qui ont des écoles privées. Si ça ne rapporte pas, pourquoi ils vont faire école privée? C'est parce que ça rapporte, c'est un plus. Mais alors, ces gens-là, ils vont se faire harakiri. Est-ce que la personne peut se poignarder? Voilà un peu la difficulté. Et c'est pour ça que j'ai dit ce comité-là. Ça va être juste un comité pour la forme. Comme on en a vu beaucoup dans ce pays, des comités pour réfléchir à ceci, cela, on va mettre le comité. Ils vont réfléchir. Ça ne va aller nulle part. Les gens seront obligés. Le promoteur d'école, il va dire, moi, chez moi, c'est comme ça. Hein. Tu payes ou tu vas ailleurs. Si tu veux que ton enfant fréquente l'école, tu es obligé de payer. Même si tu dois aller voler. Maintenant, si tu penses que ton enfant doit aller quelque part, il va aller quelque part. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que, parce qu'il y a un comité, des gens se sont réunis pour réfléchir, voilà les taux, voilà les... Non. Est-ce qu'ils sont obligés de suivre? On vient de parler de la convention collective. C'est la même chose. Un peu, quelque part, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que les gens veulent? Où l'État prend ses responsabilités, crée les conditions de relance de l'école publique, en mettant les moyens qu'il faut pour que l'école publique redevienne l'école publique qu'on a connue, nous. Ou bien l'État va encore juste la diversion. On a mis en place un comité, ceci, ça. Même comité pour acheter condiments aujourd'hui, des denrées, les premiers aliments, les premières nécessités. Même ces comités-là, ils ont fait quoi? Les gens, les commerçants, ils décident de vendre son piment vert là. À 50 francs, 3 gousses de piment vert. Tu prends ou tu ne prends pas? Alors, est-ce qu'avec des promoteurs là, on peut leur imposer quelque chose? On a dit de libéraliser. Les gens n'ont pas compris le sens de la libéralisation. C'est que l'État doit avoir un regard sur comment les gens pratiquent. Mais on a cessé tout ça. On fait des discours, on vient, on se réunit, on dit on met comité, chacun prend son argent, le temps de la réflexion, et puis c'est fini. On fait les documents, on dit voilà ce qu'on a proposé. Maintenant, la mise en application, comment ça se passe? Rien. Rien. Il n'y a personne pour imposer. Tu peux imposer quoi à qui? On a vu avec le gaz. On a vu avec le gaz. En fait, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est bien beau de mettre en place le comité, mais à la fin, c'est quoi? Comme l'a dit Hussein ici, c'est pour plafonner le montant des inscriptions, par exemple, en fonction des filières ou en fonction des écoles. C'est une bonne chose. Mais, par exemple, quelqu'un qui enfreint cette disposition-là, quelle est la sanction? Est-ce que l'école va être fermée? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça là, c'est des choses qu'il faudrait établir. Et en même temps aussi, quand on dit que bon, il y a des sanctions pour les écoles qui vont enfreindre ces règles-là, que ces sanctions-là soient appliquées et qu'elles ne soient pas sélectives. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, on va protéger une école, on va sanctionner une autre, ainsi de suite, parce que celui qui a cette école-là, il est puissant, il est ceci. Non. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un mécanisme qui va faire en sorte qu'on peut réguler ces écoles-là, mais maintenant en faisant en sorte aussi que les sanctions soient effectivement appliquées. Tant qu'on ne le fait pas, eh bien, comme l'a dit Ousseini, on va juste réunir des gens, des comités, à des frais bien sûr exorbitants. Ils vont réfléchir 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont mettre. Non, mais ils vont accoucher d'un document. Paf, on vient, on fait une cérémonie, on présente le document. Voilà, le document sur. Non, la gestion des. Comment on appelle ça là, les frais de scolarité des écoles privées. On fait une cérémonie, tout le monde applaudit, pop, pop, pop. Dès que le reportage est fini, hop, on met dans le tiroir, c'est terminé. Et puis on dit aux écoles, bon écoutez, on a fait ça juste pour la forme. Il faut que l'État soit vraiment beaucoup plus présent et qu'il s'impose. Parce que, comme l'a dit Ousseini, au niveau des écoles privées, les promoteurs, ils n'en font qu'à leur tête. Et bien au niveau des commerçants aussi, ils n'en font qu'à leur tête. Et l'État est là impuissant, il regarde. C'est-à-dire que même si l'État dit que, par exemple, on ne doit plus importer les sachets plastiques, les gens importent des sachets plastiques, etc. Ouais. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 30 juillet 2021. Nous étions en compagnie de Ousseini Issa, journaliste indépendant, Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Arimi Abba Kiari, journaliste à la radio alternative. La présentation était assurée par Fatih Zakaria. La technique Isaka Lawali, la réalisation Mustafa Ayouba. Rendez-vous donc samedi et dimanche dès 17h sur nos 47 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 le samedi, le forum en Hausa sur le thème divorce à Tawa,
causes et conséquences. Et le dimanche à la même heure, le forum en germain sur abandon de famille par le conjoint ou la conjointe dans un foyer. Merci donc à nos invités. Le programme continue sur le studio Kalon.